Je suis Laurie Choleva, je suis animatrice télé, mais je suis d'abord et avant tout une maman. À chaque épisode, je pars à la rencontre de célébrités, acteurs, écrivains, réalisateurs pour découvrir leur quotidien de parents. Vous écoutez Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de Parents d'abord, votre podcast de femmes actuelles consacré au thème de la parentalité, disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Et aujourd'hui, à mes côtés, une actrice, réalisatrice. Elle a tourné avec Lelouch, Blier, Téchiné ou encore bien d'autres. Elle a dirigé Laetitia Casta, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis dans son film Sous les jupes des filles, mais aussi Thierry Lhermitte, FX de Maison ou encore Ramzy Bedia dans Homme au bord de la crise de nerfs. C'est une femme engagée. On va parler de tout ça en compagnie d'Audrey Dana. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors Audrey, je suis ravie, je vais te tutoyer puisqu'on se connaît bien, donc sinon ça va être compliqué de tenir le vouvoiement. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui pour parler effectivement de tout ce que tu fais, de tous tes engagements, mais surtout de ton plus beau rôle, celui de maman. Est-ce que c'est mon plus beau rôle ? C'est à mes enfants de dire. Déjà, est-ce que pour toi, c'est ton plus beau rôle ? En tout cas, c'est celui le plus important, le plus crucial dans ma vie. Je dis souvent que la première chose que j'ai faite dans ma vie, c'est un enfant, puisque j'étais maman enceinte à 21 ans et j'ai accouché à 22. Et aujourd'hui, très jeune quand même. Ouais, jeune. Et aujourd'hui, j'ai un enfant qui a dépassé l'âge que j'avais quand je l'ai eu. Donc à 23 ans aujourd'hui, si les gens sont bons en maths, ils ont capté l'âge que j'avais. Alors, est-ce qu'on peut revenir donc en arrière ? Tu as 2 enfants, 2 garçons. Donc, tu viens de dire le premier, donc 23 ans, le deuxième ? Le deuxième, 14 ans. 14 ans. Et comment est-ce que tu as vécu ces 2 grossesses ? Je suppose différemment, puisque tu n'avais pas le même âge. Est-ce qu'à chaque fois, c'est quand même un tsunami de mettre au monde un enfant ? Alors, franchement, quel sujet ? Moi, j'ai eu l'impression de faire des grossesses, c'est-à-dire tous les symptômes qu'on peut avoir dans une grossesse, je les avais, plus. Voilà. Mais c'est vrai. Des envies D'abord, j'ai pris sur le premier, par exemple, 28 kilos. Les 3 premiers mois, c'est même pas que je trouvais que ça sentait pas bon et que j'avais des nausées, c'est que je suis devenue une connasse. Non, mais vraiment. Et comme je ne savais pas, parce que j'étais si jeune et que personne pouvait me dire ou m'expliquer, moi, je pensais vraiment que j'étais devenue une connasse. Au 4e mois, je suis redevenue un peu sympa. Mais moi-même, j'étais surprise. Je me couchais le soir seule et je me disais, voilà, peut-être que c'est ça en fait. Ça y est, c'est comme si le bébé prenait tout ce qu'il y avait de bon en moi, qui restait vraiment que le moche, quoi. On est tous faits aussi de moche, hein. Et donc moi, il y avait plus que le moche. Et alors heureusement, à la 2e grossesse, je savais que ça risquait de se produire. Ça s'est reproduit, mais du coup j'ai un peu mieux géré et je supportais une personne, un être qui était mon premier fils. Lui, il avait le droit d'être à côté de moi, de me parler et tout, mais les autres limite pas. Mais tout me dégoûtait, tout, le moindre pchit de parfum, tout tellement intense, trop intense. Quelqu'un qui avait fumé une cigarette, et qui vient sur un plateau de tournage te couper le petit fil et l'odeur du tabac sur ses doigts, j'avais envie de taper dans le visage. Mais oui, mais c'était trop, quoi. C'était vraiment tellement intense. Mais au moins, le 2e, je savais. Moi, c'était les hormones au max du max. Voilà. Et au moins, si on m'avait prévenu, je pense que j'aurais été plus cool. D'ailleurs, la 2e, c'était plus cool. En revanche, grosse différence entre 2000 et 2008, les ondes, les téléphones portables, etc. Et donc, à la 2e grossesse, je suis devenue hypersensible. Et là, c'était très intense puisque même un téléphone en mode avion, je sentais que ça émettait des ondes. Je pouvais pas tenir une conversation téléphonique. Les gens faisaient des tests avec moi, ils mettaient des téléphones éteints, allumés, des différentes marques de téléphones pour savoir lesquels émettaient le plus. Et donc, c'était assez... Ça pendant les 3 premiers mois ou toute la grossesse ? Très, très fort les 4 premiers mois. Et en fait, ça m'a plus jamais vraiment quitté. Si, heureusement, c'est plus du tout aussi extrême, mais ça m'a définitivement laissé un fantôme où je suis pas très à l'aise quand les téléphones sont allumés, où je peux pas dormir avec un téléphone pas trop loin, ou si j'ai quand même une sensibilité qui est restée. Mais non, c'était surtout les 4 premiers mois et c'était très intense. Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu as eu ton premier enfant ? Pas du tout. Et puis voilà, j'étais à New York, j'habitais loin de chez ma mère, j'avais aucune copine qui avait vécu l'expérience, donc j'étais vraiment non, je m'attendais pas à ça.
Et alors, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'ose en parler, en fait. C'est bien d'en parler. Ouais. C'est bien d'en parler parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de la maternité, autour de la grossesse, autour de l'accouchement. Et l'accouchement, post-accouchement. De l'accouchement. Et oui, ouais. Ils se sont bien passés, tes accouchements? Alors, moi, je vais avoir un discours qui va sembler décalé, puisque j'ai accouché naturellement et qu'on est très peu de femmes à accoucher naturellement. Pour les deux? Pour mes 2 enfants. Le deuxième, carrément illégalement, chez moi. Quand tu dis naturellement, ça veut dire sans aucune péridurale. Voilà, c'est ça. Je voulais pas qu'on me coupe de la sensation d'être maman, de la naissance en fait, du passage, voilà. Un peu comme aussi la notion de mériter son enfant, quoi. C'est-à-dire que tu souffres un bon coup. Moi, j'ai choisi un contexte dans lequel j'avais pas le choix parce que à mon premier accouchement, j'ai supplié tous les gens qui étaient autour de moi. J'accouchais dans un centre d'accouchement naturel à New York, ça existait à l'époque. Ils ont été fermés depuis, et du coup, j'attrapais toutes les nanas, toutes les sages-femmes qui étaient là en leur disant donnez-moi quelque chose. J'aurais tout fait pour recevoir quelque chose, n'importe quoi. J'en pouvais plus. Ça a duré 28 heures, comme le nombre de kilos que j'ai pris pendant ma grossesse. J'avais dormi 4 heures la nuit d'avant. J'étais au bout de ma vie. Et on m'a proposé de l'huile essentielle de lavande. J'ai eu envie, voilà, là, c'était plus, ouais, on n'était plus dans la petite, j'aimerais bien taper un peu et tout. Non, j'étais, mais je dois dire que quand mon fils est né, alors j'étais jeune, j'étais en très bonne santé, tous les signaux étaient au vert, mais le soulagement que j'ai vécu était le plus grand de tous les soulagements. J'étais tout de suite sur pied, tout de suite prête à rentrer chez moi, pleine d'énergie, pleine de gratitude parce que c'était terminé. Je me sentais sacrément préparée aux petites nuits blanches parce que à côté de ce que je venais de vivre, mais c'était pipi de chat. J'avais l'impression que je pouvais prendre les transports en commun et que n'importe quel mec pouvait venir m'agresser, que de toute façon je ne me laisserais pas faire puisque après ce que j'avais vécu, je me sentais forte en fait. Donc il y avait pas de séquelles, de mauvais souvenirs de cet accouchement. Non, où tu aurais pu tuer pour avoir un antidouleur. Le Absolument. Deuxième, t'as choisi de refaire la même. Ouais, et puis entre-temps, il y a eu 8 années et depuis encore du temps puisque j'ai un fils de 14 ans. Enfin, le plus petit a 14 ans. Et ma foi grandit de plus en plus et je me dis quand même que la nature est sacrément bien faite. Et que c'est peut-être pas par hasard en fait qu'on passe par ça, que peut-être que ça aide. C'est quand même la plus grosse transition de toute sa vie. C'est fou. On va devenir donner la vie, mais que ce soit pour le père ou la mère, on va découvrir l'amour, on va découvrir la peur. Tout va basculer. C'est quand même une étape sacrément importante. Et moi, j'ai eu l'impression que dans chacun de mes cris, quelque chose se libérait. J'étais en train de, comme une mue que je laissais derrière moi pour être celle solide, assez solide. Donc voilà, c'était comme un rite initiatique. Je l'ai vécu comme ça, profondément. Donc deuxième accouchement à la maison. Ouais, 2 heures celui-là, top express, et c'était chouette. Et j'ai pas eu, parce que parlons avec les mots qui conviennent à ces expériences, pas eu de déchirement, pas eu de voilà, tout s'est super bien passé. Bon accouchement. Ouais, je sortais prendre un café 2 heures plus tard, toute seule. Parce que 9 mois collée au bébé, moi j'étais contente. Moi j'aime bien quand j'accouche, moi, en fait. Parce que quand même 9 mois, c'est la que délivrance, maman. C'est pas anodin. Que la maman qui a la responsabilité pendant 9 mois. Je veux dire, tu traverses la route, ton bébé, c'est chaud pour lui. Ce que tu bouffes, ce que tu fais. Oui, t'es contente de le laisser un peu et d'aller faire autre chose. J'ai lu une phrase de toi où tu dis « J'ai grandi sans repère. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la maternité. Je suis très louve, très structurée avec mes fils que j'élève seule. Mais ayant vécu ces années en communauté, puisque tu as grandi, tes parents s'occupaient d'un refuge, c'est ça ? C'était comme un centre de l'ADA. C'était ni une maison familiale, voilà, ni un centre. Vraiment, c'était entre les deux. Donc tous les cas qui n'étaient pas plaçables en foyer ou pas plaçables en famille, ils venaient chez nous. On était une espèce d'entre-deux, quoi. Voilà. Et donc tu disais, j'ai forcément quelque chose de plus détendu, de plus bordélique, de plus cool que certaines mamans. C'est drôle parce que ça me structure, c'est-à-dire ça me définit pas mal cette phrase. Je suis structurée dans le sens où on vit dans un appartement qui est propre, qui est bien organisé, que je suis derrière, que je fais en sorte qu'il s'éveille, qu'il voit du pays, qu'il s'ouvre, qu'il découvre voilà ce dans quoi ils peuvent
s'explorer et se déployer. Mais c'est vrai que par rapport à quand même pas mal de familles, je vois bien que je reste cool. Voilà, cool dans le sens où j'ai confiance. J'ai confiance en mes gosses. J'ai super confiance en mes gosses. Donc c'est rare que je les bouscule, c'est rare que je les embête. Je les accompagne, évidemment, mais je sais, parce que les copains, ses copains le disent tout ça, que voilà, ta mère elle est cool, ta mère elle est cool, ta mère elle est cool. Et je peux même me dire, quand je peux même dire à mes fils, quand je me fâche, je suis tellement cool. Là, si je suis pas contente, s'il te plaît, entends-moi, c'est important, c'est que je suis vraiment en train de te dire quelque chose d'important. Ouais, il y a ce rapport de confiance où mais je reste l'adulte. Voilà, je vais pas, j'en ai un de 23 ans, on boit pas de coups ensemble. C'est pas mon délire. Ça me viendrait pas à l'esprit d'aller fumer avec lui, voilà. Et pourtant, c'est vrai que vous avez peu d'écart d'âge. En fait, on a 20 ans d'écart. Tu l'as eu jeune. Ouais. Est-ce que tu es organisée? Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre ta vie de maman et ta vie d'actrice? Pas évident, ça aussi. J'ai jamais eu de problème avec ça, en fait. En fait, les enfants font partie de ma vie, ça fait partie de moi, et donc j'ai toujours su m'organiser pour à la fois être là et à la fois faire ce que j'avais à faire. Et j'ai la chance d'avoir été aidée sur des trucs comme le ménage, l'administratif, qui me permettait de libérer un temps qui faisait que quand je suis à la maison, puisque c'est vrai, quand on joue, on peut partir 2 mois, là je pars 5 mois quasiment. Donc c'est des longues périodes où on n'est pas là. Du coup, quand on est là, faut être là, faut être vraiment présent. Donc et voilà, puis aussi dégager, s'alléger un peu la charge mentale qu'on a. Exactement, surtout quand on élève un peu seul ses enfants. Ils ont des pères, mais avec qui ils vivent pas à temps plein, voilà. On parle souvent de la culpabilité des mamans. Est-ce que c'est un sentiment que tu as facilement? Énorme. Alors ça, c'est fou, ça. Après, je pense que ça vient beaucoup de là d'où on vient. Moi, j'ai eu une mère qui était vraiment très, très particulière et très peu présente à nous et très peu protectrice, qui était quand même un comble puisqu'elle s'occupait d'enfants de la DAS par ailleurs. Dire. Ouais, c'était un peu une mère démissionnaire. Et le comble d'une mère démissionnaire, c'est de s'occuper d'autres enfants, en fait. Oui, parce que du coup, elle était beaucoup là pour les autres. Elle était là pour les autres. Et puis, du coup, enfin, Audrey, tu vas pas te plaindre parce que toi, t'as un papa, t'as une maman. Toi, t'as de la chance. Voilà, toi, t'as de la chance, etc. Donc, donc, j'ai ce souci toujours d'être à la hauteur. Et une fois, mon fils aîné, qui devait avoir 8-9 ans, m'a dit, je sortais de sa chambre après l'avoir, fait le bisou machin de bonne nuit, et il m'a dit, tu sais maman, j'aurais pas pu espérer une meilleure mère que toi. Mais est-ce que j'ai pleuré? Ça, c'est beau. Même moi, ça me fait pleurer. Mais oh là 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 là, et je me disais, j'en reviens pas. C'est fou. Enfin, j'en revenais pas, en fait, qu'il puisse me dire ça. Donc, je suis quand même dans une exigence peut-être trop grande parfois. Oui, et puis, oui, définitivement. Et je crois que, la culpabilité, ça tue. C'est pas un sentiment qui est constructif en aucune manière, en fait. Mais j'assume et je le dis. Oui, si j'ai un endroit de culpabilité, ce sera toujours à cet endroit-là, en fait. C'est ce que j'allais dire. En même temps, on veut tellement le mieux pour nos enfants et on n'a tellement pas la vérité absolue que finalement, on se remet beaucoup en question. Voilà, si c'est pas de la culpabilité, en tout cas, on se questionne beaucoup quand on est maman. Ouais. Il y a des questions essentielles, il y a des réponses essentielles, il y a des tournants essentiels. Et on s'en rend compte, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 45 ans. Et franchement, je me pose... je réalise énormément de choses que j'ai vécues, en fait, et qui m'ont marqué, qui m'ont conditionné, en fait, à pas vivre les choses les plus heureuses adultes. Je suis pile à cet âge-là, où je comprends, où à 20 ans, on dit, moi, ça jamais, ça jamais. Puis putain, à 30, tu commences à faire, qu'est-ce qu'il y a? Et à 40, tu fais, mais j'ai fait pareil. Oh là là. Et donc, je suis dans l'hyper-conscience de ça, et évidemment que j'espère que mes enfants ne parleront jamais de moi au psy, qu'ils n'auront jamais besoin de me mentionner, sinon pour dire maman, elle a été que parfaite et géniale. Oui, évidemment, mon problème vient d'ailleurs. De tous les autres, mais pas ma mère. Non, voilà, on a tous ce fantasme en vrai, non? Bien sûr. Oui, moi les miens ils sont petits, mais bien sûr on y pense souvent. Justement, quelles sont les valeurs les plus importantes à transmettre pour toi en tant que parent à tes enfants? L'amour et l'amour.
Pour moi, c'est ça le plus important parce que c'est le cœur de tout. Si on est dans l'amour, on est dans le cœur. Si on est dans le cœur, alors on fait attention à son prochain, on préserve la planète sur laquelle on habite, on fait des choses qui ont du sens. On rêve pour son bien et pour le collectif, pour le bien du collectif. Voilà, la confiance, parce que je suis une maman très cool justement et donc j'ai besoin de confiance. Donc ça, c'est des valeurs importantes. La parole, le poids des mots. Voilà, parce que je pense qu'on est profondément créateur de notre univers et que voilà, si on passe son temps à dire que ça va pas, on s'emmène dans un tourbillon, alors que si on essaye de choisir des mots qui boostent et qui nous voilà, donc j'essaye d'apporter en fait ces valeurs-là, de leur dire qu'il n'y a pas de limite à leurs rêves, qu'ils doivent croire en eux. Tout ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Et je disais en introduction que tu étais une femme engagée, donc c'est vrai que tous ces combats, tout cet engagement que tu as, oui, pour la planète, pour toutes ces causes, forcément, tu les transmets à tes enfants, même sans le vouloir. En fait, c'est inhérent à ta personnalité aussi. À vrai dire, moi, c'est mon enfant aîné qui m'a transmis beaucoup de choses, en fait. Lui, il est dans l'herpétologie, il est spécialisé dans les spécialistes du petit peuple, des insectes, en fait. Et il a une passion pour les pierres, il m'a transmis sa passion pour les pierres et beaucoup de choses ont découlé de ça dans mon éveil à moi personnel, à la nature et à la prise de conscience en fait du dérèglement de notre écosystème, enfin de notre place à nous d'hommes dans cet écosystème. Donc lui, c'est lui qui m'a éveillée et élevée, on va dire, oui. Et définitivement planète. Le petit, oui. Qu'on entend tousser derrière, on peut le dire. Hein. Oui, absolument. Parce qu'on est chez toi, on a la chance que tu nous reçoives chez toi. Et je tiens à faire une parenthèse parce que tu parlais des pierres. Il y a beaucoup de pierres chez toi, ouais. Est-ce qu'on se sent bien chez moi? Mais oui, il y a une balançoire, il y a des pierres, des fleurs, des plantes et beaucoup de poutres. Oui, voilà, c'est cosy. En tout cas, une cabane dans les arbres. Voilà. Une cabane enchantée. Ouais, c'est ça. On a l'impression. T'es sensible à ça, aux bonnes ondes. Oui, je suis sensible à ça et je suis sensible aussi à l'espace familial comme étant un lieu de sécurité. Un petit cocon. Et de cocon. C'est très important pour moi et justement, sans doute parce que j'ai vécu avec les week-ends, il pouvait y avoir des centaines de personnes dans ma maison, en fait. Et avec des animaux dans tous les sens, les chevaux qui rentrent dans la cuisine. Enfin, vraiment, c'était un chaos, mon enfance. Du coup, c'est important pour moi d'offrir à mes enfants ce sens, un cadre et quelque chose de plus structuré avec un endroit cocoon. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent de toi, tes fils ? Est-ce qu'ils sont raccords d'ailleurs ? Est-ce qu'ils ont tous les deux la même vision de toi ? Alors, je pense qu'ils diraient de moi que c'est drôle, c'est le négatif qui vient tout de suite, que je suis nulle en cuisine, ce qui est pas tout à fait vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de bien manger. Donc, tant qu'il y a des légumes, je suis contente. Eux, ils aiment bien quand c'est plus créatif que ça. Donc, ils m'ont même offert un bouquin, You Suck at Cooking. Voilà. Et il dirait que je fais pipi la porte ouverte et que ça les saoule. Il dirait que je m'énerve pas souvent, mais que quand je m'énerve, on n'a vraiment pas envie d'être là. Et il dirait que je suis là pour eux toujours et qu'ils peuvent me faire confiance en toutes circonstances. Voilà, je pense. Et ce que tu nous as dit tout à l'heure, que tu es la meilleure des mamans. Ouais, non, ça, je sais pas si dire ça. Non. Et j'ai une autre citation de toi où tu disais « Je ne fais pas la fête, je ne sors pas, je suis hyper maman en fait, c'est mon essentiel. Mais je suis aussi pro-père, j'aime que leur père ait cette place-là. » Alors, en effet, donc moi, je choisirais toujours, donc à part si je sors vraiment pour faire la promo d'un film ou célébrer l'anniversaire d'une super copine, évidemment, mais en effet, je choisirais toujours d'être à la maison avec mes enfants parce que je sais que ce temps-là, il est précieux et qu'il passe. J'ai déjà un enfant qui est parti de la maison il y a 5 ans, donc je suis bien dans la conscience de ça. Et je suis pro-père, évidemment, je suis pro-père et on fait pas les bébés tout seul. Donc le père toute la place qu'il veut prendre, qu'il la prenne. Et d'ailleurs, pas la même chose. On n'apporte pas la même chose, c'est complémentaire, on en a besoin. Et puis c'est vrai, comme je suis séparée des papas, quand les enfants sont avec leur père, c'est les moments justement où je suis tranquille.
Ça y est, vraiment, vraiment tranquilles. Ils sont pas gardés, ils sont pas non, ils sont avec leur papa. Et je sais que leur papa, il les aime autant que moi, et donc il va s'en occuper aussi bien que moi, et je peux me reposer mentalement. Ça fait du bien. On parlait tout à l'heure d'engagement en tant que mère, en tant que femme. Comment est-ce qu'on élève des garçons aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il est important d'enseigner à nos garçons, justement, dans leur rapport aux femmes ? Le respect de l'autre, mais c'est valable pour moi dans les relations amicales et amoureuses. Le consentement, évidemment. Donc là, on parle des relations amoureuses. La communication. Moi, j'ai vite dit à mes enfants, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui tout se passe sur le net et que ça peut déformer la vision de nos gosses très fort. Donc, je rappelle que les films porno sont de la science-fiction. Ça me semble très très important d'avoir un moment où ces choses sont dites et entendues. Et puis je crois qu'en fait, c'est pas tant des choses que je dis, je crois que en étant la femme que je suis et en les élevant comme je les élève, dans ma liberté, dans ma confiance et dans mon autonomie, en fait, je leur montre que la femme est l'égale de l'homme et qu'elle se doit d'être respectée, parce que, par exemple, et merci le ciel pour ces enfants extraordinaires, mais jamais mes enfants m'ont mal parlé. Ça n'est jamais arrivé. Je vois pas comment ça pourrait devenir des garçons qui parlent mal à des femmes. Et c'est pas parce qu'ils ont peur de moi que je les terrorise, parce que ça pourrait être ça. C'est pas un fouet que je vois là-bas. Non, je rigole. En plus, tu rigoles, j'ai un sac plein de fouets. C'est vrai, ils m'ont fait monter les fouets pour un projet que tu prépares. Voilà, c'est ça. J'ai 8 fouets dans le sac, vraiment, vraiment. Et puis, ils savent aussi, tes garçons, qui peuvent te parler de tout. Je suppose. Vous abordez tout ensemble ? On aborde tout ensemble. On aborde vraiment tout ensemble. Moi, j'ai parlé de cigarettes, de joints, de drogue. Je pense que c'est notre travail de les accompagner. Je suis pas du tout dans un truc, moi, de punition, mais plutôt d'expliquer ce que c'est, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui craint, qu'est-ce qui demande, en fait, d'avoir un contexte. Voilà, je me dis, c'est pas moi qui leur dis, qui leur dit. Donc, par exemple, so far, aucun de mes enfants ne fume. Et je leur ai dit, en fait, dès petits, un jour tu vas avoir envie de fumer, c'est normal, ça arrive à tout le monde, tes copains, ton truc et tout ça, derrière le bahut, s'il te plaît, juste fais-moi une promesse, ta première cigarette, c'est avec maman. Et du coup, ils ont fait leur première cigarette avec maman, que je leur ai fait fumer jusqu'au bout. C'est vrai. Jusqu'à qu'ils deviennent verts et qu'ils vomissent et tout. Bon, ils fument pas, mes gosses. Et ils m'ont parlé de leur première taf sur un joint. J'en ai un, j'avais mon téléphone qui devait rester allumé au cas où il se sentent pas bien, il voulait pouvoir m'appeler. Mais bon, bien sûr, il avait 16 ans. Bien sûr que ça allait être l'âge où il allait essayer tout ça. Et plutôt que d'être dans l'interdit. Et accompagner. Voilà, moi, je suis plutôt vraiment dans cette philosophie-là, en fait. Et surtout de dire, parce que par exemple, aujourd'hui, les produits qui circulent, c'est catastrophique. On peut vraiment bad tripper en fumant ce qu'on pourrait se dire est plutôt casual, un petit joint, quoi. Non. Aujourd'hui, il y a des trucs, c'est plus des petits joints, c'est trempé dans de la dope. Tu te retrouves, voilà. Ouais, donc, faut en parler. C'est important. Voilà. Est-ce que tu pleures devant tes fils ? Ils m'ont vu pleurer. Alors, j'ai jamais pleuré. Bon, s'ils m'ont vu pleurer, cinéma, émotion, tout ça. Ça. Non, mais un anniversaire, quelqu'un qui dit un truc sympa, ça me bouleverse et tout ça. T'es très émotive ? Non, pas particulièrement, mais je veux dire, je retiens pas mes larmes. Ils m'ont vu quelquefois pleurer à des moments où c'était trop difficile et j'arrivais pas, voilà. Et c'est pas arrivé souvent, mais ça arrivait quelquefois. Et en même temps, je leur disais, non mais là, oui, parfois les parents c'est triste, c'est comme ça. Et comme ça m'arrivait d'être très agitée parce que j'étais dans une grande période de transition et de dire, voilà, toute période de transition est accompagnée de stress et d'angoisse qui m'agitent. Et donc là, je suis, oui, stressée et angoissée. C'est comme ça, je suis en transition, ok ? Donc je fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Après, voilà, ils me retrouvent pas en larmes sur le canapé tous les 4 matins. Enfin voilà, je suis le plus pudique possible. Les fois où c'est arrivé, c'est parce que j'y arrivais plus, quoi.
Et ce qui arrive à tout le monde. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce qui arrive vraiment à tout le monde. Hein. Et eux, ils pleurent facilement devant toi? Alors, c'est drôle parce que le dernier, c'est tout un truc. Mais l'autre jour, je lui ai dit, mais t'oses pas pleurer? Il m'a dit, mais c'est pas parce que je pleure pas devant les gens que je n'ose pas pleurer. Donc, ça m'a beaucoup rassurée. Donc, je lui ai dit, voilà, tant que tu pleures, mon cœur, maman est contente. Ouais, voilà. Et le grand, ouais, il est à l'aise avec ça. Je l'ai vu plusieurs fois pleurer. Je sais qu'il pleure. Il a pas de problème avec ça. Non. Et comment est-ce qu'ils voient ton métier? Faudrait leur demander. Je sais que le grand, il est très loin de tout ça. Lui, sa passion, c'est les insectes. Et le petit, c'est un artiste, quoi. Donc, je crois qu'il admire mon métier et certaines choses que je fais. Est-ce que tu as eu des sacrifices enfin, je pense que le mot va pas te plaire, te connaissant, mais des sacrifices à faire dans ton métier? Non, jamais. Non, jamais. La question s'est jamais posée. Non. J'ai toujours... Non. Je vais même dire que tout a démarré quand j'ai eu mon premier enfant, parce que d'un seul coup, entre le projet que j'aurais fait de toute façon gratos, machin, parce que je voulais mettre tout ce que je pouvais me mettre sous la dent et que je démarrais ma vie, bah là, d'un coup, j'ai un enfant. Alors, est-ce que je paye une nounou? Est-ce que je fais ce projet? Bon, bah, je vais pas être dispo pour ce truc-là, parce que là, je peux pas me permettre de payer une nounou pour faire ça. Et du coup, d'un coup, je suis dispo pour un projet où il y a de l'argent, où j'ai les moyens de payer une nounou, qui m'intéresse plus. Donc, ça t'a obligée à être plus exigeante. Plus exigeante, et en fait, ça m'a vraiment... ils ont fait l'artiste que je suis, en fait. Et je suis reconnaissante de toutes les décisions que j'ai dû prendre, qui n'ont jamais été des sacrifices, pour me permettre de me déployer comme artiste, et aussi d'être là pour eux, en fait. Et la question que j'aime bien poser, c'est: est-ce que tu as des conseils de maman à donner? Fais tes valises et casse-toi. Non, je rigole. Évidemment, je rigole. Moi, tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, tu me donnais des conseils parce que mon fils se lève la nuit. Donc je sais que tu as plein de conseils à viser. Ouais, ça c'est super quand les enfants n'arrivent pas à dormir parce qu'ils veulent à tout prix nous savoir présents à côté d'eux. En fait, on leur apprend que les cloches, donc c'est un enregistrement, une petite sonnerie en fait sur son téléphone, un bruit de cloche, quoi. Que dès que ça va sonner, on va apparaître, ouvrir la porte et revenir. Et donc, on met ces cloches au début toutes les 15 secondes, puis toutes les 30 secondes, puis toutes les minutes. Et eux, ils savent à chaque fois, quand il y a ce son, que la tête de maman ou de papa va apparaître. Et du coup, ils arrivent enfin à se tranquilliser, la porte fermée. Voilà, ça, c'est une stratégie géniale. Un peu comme le petit cœur aussi qu'on fait quand on les amène à l'école, quand ils rentrent à l'école, ils font un petit cœur sur la main et la maman se fait un petit cœur sur la main, et on se dit que dès qu'il veut penser à sa maman, il appuie sur le cœur. Oh, c'est génial. Ouais, on m'avait appris ça. Bon, enfin, moi, je vous dis ça parce que je suis en plein dedans. Hein. Ouais. Voilà, moi, ils sont plus grands, mais en fait, quand je repense, c'est assez capital ce qui se passe quand même, les premières années. Donc, si j'avais des conseils, ce serait de jamais dramatiser quand un enfant tombe, se fait mal, etc. Moi, je sais que ce que je faisais, c'est que, par exemple, ils se cognaient sur un truc, j'allais engueuler le truc pour faire diversion. Et puis, leur apprendre la magie aussi. Leur dire, prends le bobo et jette-le. Alors moi, je prends leur bobo et je le mets sur moi. Je fais semblant d'avoir mal. Ah ouais, tu vois, c'est une bonne diversion. C'est super. Oui. Mais après, n'oublie pas de le sortir de le toi ressortir. Et de le jeter. Il faut que je le refile à quelqu'un au tapis. Non, tu le jettes à la poubelle. Tu le mets à la poubelle. Moi, j'allais jeter à la poubelle. C'est exactement ça que je faisais. Faut boucler la boucle. Et pour terminer, Audrey, est-ce que justement ça te rend nostalgique, toute cette période de petite enfance? Alors justement, j'ai eu un moment, j'étais face à des photos de mes enfants petits. Et dans un moment, j'étais plutôt agitée personnellement. Et je regardais... Et je me disais, est-ce que j'ai été assez présente? Est-ce que j'ai assez profité de ces années qui sont quand même magiques, bénies? Et j'ai pleuré. Voilà. Et donc, oui, il y a une nostalgie. C'est pas que j'aime pas les voir grandir. J'adore les voir grandir. J'adore chaque étape, en fait. Ce que j'échange avec mon enfant de 23 ans, c'est extraordinaire. Celui de 14, mais c'est la personne la plus drôle que je connaisse. Donc, j'adore vivre avec lui. J'ai l'impression d'être en coloc, avec cet être extraordinaire et ultra créatif qui me
qui me plaît beaucoup. Donc j'adore les voir grandir, mais c'est vrai que de temps en temps, je ferais bien des petits sauts dans le passé là, récupérer, voilà. C'est un deuil. C'est vraiment un deuil en fait de chaque étape, mais avec une nouvelle personne qui débarque. Mais il y a cette notion quand même de deuil, de l'enfant de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans. C'est quelque chose, ouais. Et surtout quand on se replonge dans les photos. Parfois, c'est douloureux. C'est fou, on a besoin de se replonger dans les photos et en même temps, c'est douloureux. Ouais, c'est douloureux parce qu'on aimerait pouvoir revenir à ça. Parce que c'est des métamorphoses. Les enfants, c'est vraiment les mus. C'est incroyable. Et à la fois, c'est magique. Et on est content aussi de sortir des couches. On est content de sortir des problèmes de dodo. On est content d'un coup. Enfin, moi, là, par exemple, j'ai plus de 45 ans. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pas à gérer de nounou. Parce que j'en ai un de 15 fini. Presque, et l'autre qui est parti de la maison, et je peux même partir un soir dans la maison de campagne, et lui il est à Paris. Retrouver ce sentiment de liberté qu'on a quand même moins pendant les premières années. Ah ça c'est clair et net, puis que moi j'ai quasiment jamais eu, puisque j'étais enceinte à 21 ans. Ouais, c'est ça. Audrey, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets ? Alors, j'en ai 2 qui me tiennent beaucoup à cœur. En tant qu'actrice ou en tant que réalisatrice ? En tant qu'actrice, ouais. En tant qu'actrice. Alors, je vais faire la série Zorro. La Paramount et France TV font Zorro, 8 épisodes de Zorro avec Jean Dujardin. Voilà, c'est Zorro 20 ans plus tard. Jean Dujardin dans le rôle de Zorro, et je fais la femme de Don Diego de la Vega. Ça va être extraordinaire. C'est vraiment super. C'est Benjamin Charby qui écrit, c'est Jean-Baptiste Sorel et Émilie Noblet qui mettent en scène. L'équipe, elle est phénoménale. Il y a Grégory Gadebois qui fait le sergent, El Mocino qui fait le grand méchant, Dussolier qui fait le père. C'est vraiment un projet super, avec un rôle féminin qui fait du bien, avec un vrai rôle de meuf. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure... pas trop. Ouais. On peut pas trop en dire. Mais il y a de l'entraînement. Non, oui, c'est un rôle de badass. Ouais, voilà. Ouais, et ça, c'est super. Cool. C'est un super. Mais moi, je suis tombée en amour de ce projet quand je l'ai lu, puisque déjà Zorro, la nostalgie, Jean évidemment là-dedans, on se dit waouh. Mais c'est engagé, c'est social, c'est drôle, c'est féministe. L'auteur et ses équipes, Benjamin Charby s'appelle, mais c'est tout ce qu'on a envie de voir et de lire et d'entendre. On a hâte. Voilà. Et puis après, l'autre projet, c'est un projet extrêmement personnel qui s'appelle Pourquoi la vie est belle, qui est un projet de théâtre. C'est un seul en scène qui va être mis en scène par Daniel Marchaudon. Qui est un sublime artiste. Il y aura des dates au Théâtre de l'Œuvre, sans doute une tournée avant. Je suis en train de créer ce projet, et c'est un peu... d'abord c'est un spectacle, c'est un feel-good show, et ensuite c'est vraiment une espèce de coming out spirituel, mais c'est surtout une proposition à comment on fait pour tenir debout dans ce monde qui s'écroule. Comment on fait pour garder le sourire, mais sans faire semblant, sans esquiver, sans voilà. C'est drôle, je crois, parce que j'ai plein d'antagonistes qui se moquent beaucoup de moi et de mes expériences un peu mystico-barrées. Donc voilà, ça c'est mon gros projet personnel. Et en réal alors, en réal... Parce que tu sais que moi, j'adore quand tu réalises des films. C'est chouette. Alors là, déjà, je fais une petite pause, du coup. Et de la réalisation, ça prend quand même beaucoup de temps de réaliser. J'ai un projet qui s'appelle Champagne et funérailles, et qui parle de la mort. Voilà, c'est le pitch, c'est un type de 50 ans qui a peur de mourir. Enfin, il a 49 ans, il a peur de mourir avant ses 50, puisque son père, son grand-père et tous ses aïeux sont morts avant 50 ans. Et il va décider d'organiser ses funérailles de son vivant. Voilà. Et la rencontre avec... Le pitch est quand même dément. En fait, c'est surtout que ce qui est marrant, c'est que c'est une wedding planner qui va lui organiser ses funérailles, parce que lui, il veut un truc très haut en couleur, et que lui est terrorisé par la mort et elle pas du tout. Donc c'est la rencontre un peu de 2 visions totalement différentes de la mort. Parce que j'ai la sensation qu'il est temps que nous parlions de la mort avec plus de
joie et plus de détente, que ce soit moins tabou, tellement ça fait partie de la vie et pourtant tellement on a l'impression que c'est l'ennemi numéro 1, le truc à combattre à tout prix. Il y a des gens qui travaillent en ce moment à l'immortalité, qui veulent donc et bizarrement, on est quand même la première civilisation à scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assise. Donc à croire que d'être terrorisé par la mort, ça nous l'amène. Donc et si on sait la paix en fait avec ce concept, comme voilà, il y a pas de jour sans nuit, il y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de beau temps sans mauvais temps. Et la mort, elle fait vraiment partie du cycle de la vie. La mort vous va si bien. Ouais. Et je dirais même la mort n'existe pas. Ah, voilà. Pas mal. Prochain Merci. livre de Stéphane Alix que j'ai eu la chance de lire et qui est génial. Merci beaucoup Audrey Dana, c'était un vrai plaisir. Tu sais tout le bien que je pense de toi, mais c'est vraiment toujours un régal de t'écouter. Merci beaucoup. Et merci à toi. Parents d'abord est un podcast de Télé Loisirs et Femmes Actuelles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre application de podcast préférée. À bientôt!